On va désirer être arabe, c'est ce qu'on voit notamment depuis les sites pornographiques avec ce fantasme horrible de la beurette, jusqu'à nos petits écrans où sur des stories, des femmes blanches vont poser voilées devant des mosquées. Bonjour à tous, je suis Jamal de Jeans Podcast. Jeans, c'est le premier podcast qui parle d'amour, de sexualité, de genre et de corps pour les personnes arabes et ou musulmanes de France et d'ailleurs. C'est un podcast qui est 100% féministe et intersectionnel et bien sûr inclusif. Aujourd'hui, on va voir ensemble certains termes que j'aborde dans le podcast. Le white gaze. Alors, le white gaze, ça désigne le regard et l'interprétation du monde à travers un prisme qui est relatif aux expériences vécues par les personnes blanches et qui peut parfois, souvent, invisibiliser l'expérience vécue par les personnes racisées, les personnes non blanches. C'est exactement comme le male gaze, le regard masculin du côté patriarcal, mais d'un point de vue antiraciste. C'est un concept qui se voit dans la narration, dans les représentations qu'on a dans la publicité, dans le cinéma, dans les arts en général. C'est un concept qui a été notamment abordé dans les écrits de Toni Morrison, qui est une grande écrivaine afro-américaine, qui a notamment gagné le prix Nobel et qui parle de ce regard blanc comme étant un regard de la neutralité et de l'universalité. Le white gaze est aussi dangereux parce qu'il peut essentialiser, il peut réduire les personnes racisées à des stéréotypes, voire à des archétypes, notamment depuis la production culturelle qui a des relents de colonialité. On se rend bien compte que le regard blanc construit les représentations des masculinités arabes comme plus enclines à la violence en général, voire au viol. On se rend compte aussi que ça institue les féminités arabes comme potentiellement soumises. L'islamophobie. Alors, l'islamophobie, ça désigne la peur irrationnelle, la haine ou le préjugé envers l'islam et ses pratiquants et pratiquantes. Elle se manifeste par des discours, des politiques ou des façons de parler dans les médias qui vont stigmatiser, marginaliser les personnes musulmanes, mais aussi l'islam. Dans les innombrables banlieues françaises, où de nombreuses jeunes filles sont voilées, c'est également l'islam. C'est également du djihad, c'est de l'occupation de territoire. Je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France. Souvent, l'islamophobie, ça contribue à créer une atmosphère de suspicion, d'exclusion, voire de violence à l'encontre des personnes musulmanes. Une chose qu'on pourrait préciser aussi, c'est que l'islamophobie peut être comprise comme une forme de racisme. Par exemple, si vous voyez une femme qui est typée arabe selon vous dans la rue, vous allez vous dire automatiquement par amalgame qu'elle va être musulmane, donc elle est racisée comme musulmane. Alors que si vous rencontrez par exemple une femme asiatique dans la rue, vous vous dites pas automatiquement qu'elle pourrait être musulmane, alors que potentiellement elle viendrait notamment de Malaisie ou d'Indonésie et elle serait de religion musulmane. L'arabe phishing. Alors l'arabe phishing, c'est un concept qui a été notamment popularisé en France par Nesrine Slaoui, qui est journaliste et autrice, et aussi par Donia Ismail. C'est le fait de se faire passer pour arabe quand on ne l'est pas. C'est une forme d'appropriation culturelle où des individus non arabes adoptent des traits esthétiques, des pratiques ou des identités associées, apparentées aux arabes pour s'enrichir ou augmenter leur désirabilité, augmenter leur visibilité, sans pour autant subir les discriminations vécues par les véritables membres de la communauté arabe. Ça mobilise notamment l'esthétique orientaliste ou le fantasme colonial qui fait que du coup on va désirer être arabe. C'est ce qu'on voit notamment depuis les sites pornographiques avec ce fantasme horrible de la beurette, jusqu'à nos petits écrans où sur des stories, des femmes blanches vont poser voilées devant des mosquées, vont se tartiner de crème à brunir la peau, ou vont aussi potentiellement garder une ambiguïté raciale, notamment comme Mila Jasmine qui a 3,3 millions d'abonnés sur Instagram et qui en fait est bretonne et s'appelle Marie Germain. Le féminisme islamique. Gros morceau. C'est un féminisme dit intersectionnel qui prend en compte les interprétations du Coran dans un prisme féministe, décolonial, droits humanistes et spirituel. C'est un féminisme qui va relire les passages du Coran ainsi que les hadiths du prophète avec pour ligne directrice l'égalité des genres qui est instituée par le Coran. Je pense notamment à des femmes qui m'ont inspiré comme la femme imam Amina Wadoud, Asma Lamrabet, Malika Hamidi que j'ai toutes reçues
dans mon podcast Jeans et qui parle donc d'un féminisme qui est pour et par les personnes musulmanes, qui va réinterpréter les passages du Coran dans une perspective féministe. Et évidemment, le féminisme islamique essaie de se détacher aussi d'un féminisme dit mainstream, plus blanc, plus occidental, qui dicterait aux femmes dites des Suds, des femmes musulmanes, des femmes racisées, comment être féministe. Donc c'est vraiment un féminisme qui reprend à son compte le fait d'être une femme musulmane et pleinement féministe et de l'assumer en tant que telle. Les 3 H. La hshuma, la hugra et le haram. Les 3 H, ce sont 3 concepts qui définissent beaucoup les façons de procéder dans les sociétés arabes et ou musulmanes, donc qui sont des concepts relatifs au sociétal, au religieux, au culturel. La hshuma, ça veut dire la honte en arabe, donc la honte sociale, voire le côté humiliant que ça peut engager d'être telle ou telle identité ou d'avoir fait tel ou tel acte. La hugra, c'est la discrimination ou l'oppression avec une certaine forme de condescendance classiste aussi, ou une violence systémique, institutionnelle, gouvernementale. Et enfin, le haram, c'est donc l'opposé du halal, qui veut dire tout simplement ce qui est interdit par la religion. Ce sont des concepts qui gouvernent beaucoup les corps, l'amour, les sexualités. Mais moi, j'ai toujours à cœur de croire qu'il y aura un 4e H qui va pouvoir nous sauver de ces 3 H, qui est le hub, c'est-à-dire l'amour. L'homonationalisme. Alors, l'homonationalisme, c'est un concept qui a été inventé par Jasbir Puar, qui est une théoricienne du genre américaine qui fait référence notamment à l'inclusion de l'homosexualité dans les discours nationalistes des pays occidentaux et qui aurait prétendument aboli toute forme d'oppression sexuelle à l'encontre des personnes LGBTQIA+, ce qui évidemment est faux puisque les personnes LGBTQIA+, en Occident souffrent encore de discrimination LGBTQIA-phobe. En gros, l'homonationalisme, c'est un concept qui décrit la manière avec laquelle les discours nationalistes et d'extrême droite vont intégrer les droits LGBTQIA+, comme une preuve de modernisme, de libéralisme, de progressisme, tout en perpétuant d'autres formes d'exclusion et de marginalisation islamophobes, racistes, xénophobes, etc., etc. C'est une forme de pinkwashing à l'échelle d'un État, d'une ville ou d'un gouvernement qui fait de l'homosexualité un concept très occidental et très blanc, et de l'homophobie et de la transphobie des concepts très orientaux, musulmans, noirs, arabes, etc., etc. Le meilleur de tous, l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est un concept qu'on doit à une juriste afro-américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw et qui a inventé ça en 1989, quand elle s'est rendue compte que les personnes noires étaient invisibilisées des discours féministes et que les femmes étaient invisibilisées des discours pour l'égalité raciale. Elle rappelle dans son article donc que toutes les femmes ne sont pas blanches et que tous les noirs ne sont pas des hommes. Et que du coup, il existe une intersection spécifique au fait d'être une femme noire. En l'occurrence, aujourd'hui, on utilise humblement cet outil pour visibiliser les discriminations et les oppressions que peuvent subir des gens qui vivent des identités à l'intersection entre, par exemple, le classisme, le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, etc., etc. Dans le podcast Jeans, c'est aussi une approche que je trouve essentielle pour notamment aborder les expériences vécues par les femmes musulmanes qui portent le foulard. Ça permet aussi de reconnaître leur vécu et de ne pas façonner les histoires par des regards extérieurs, masculins, blancs. Pour parler d'intersectionnalité pour les personnes musulmanes, on peut notamment parler de Hanan Karimi, qui est une sociologue brillantissime et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» Je crois que tout est dit dans le titre. Pour l'anecdote, c'est un titre qui est directement tiré du titre d'un livre de Bell Hooks qui est « Ne suis-je pas une femme ?» et qui lui-même est une injonction tirée d'un discours d'une des premières femmes afro-féministes aux États-Unis qui s'appelle Sojourner Truth et qui a demandé à une assemblée de femmes blanches si elle, en tant que femme noire, n'avait pas le droit au même droit qu'elle. C'est reparti pour le dernier mot. Le fétichisme racial.
Un gros mot encore, le fétichisme racial, c'est un processus par lequel des attributs raciaux ou ethniques vont être sexualisés ou romantisés de manière exotique ou réductive. Ça va mener notamment à une essentialisation de la personne, à une objectivation de la personne. Elle va devenir objet du désir seulement et non pas sujet. C'est une pratique qui perpétue des stéréotypes nuisibles et qui va réduire les personnes à des caricatures complètement racistes, encore une fois. On peut donc apparenter ça à un racisme sexuel qui s'inscrit dans un continuum racial et raciste. Par exemple, l'arabe est construit dans l'imaginaire colonial depuis toujours comme un corps bestial avec une sexualité sauvage, où les hommes par exemple seraient violents et où les femmes, elles, seraient soumises. Et en même temps, on imagine assez bien que ces femmes soumises soient beaucoup plus à même d'être lascive au lit. C'est un peu l'imaginaire de la Rose des Sables, de la danse du ventre et de ce qu'on voit encore à la télé jusqu'à il y a peu aujourd'hui, de la beurette. Je dirais des gens qui s'identifient à elle parce que c'est la petite beurette qui est montée dans les échelons, qui a réussi. Je précise, c'est un mot qu'il faut absolument proscrire de votre langage, à éliminer le vocabulaire. C'est un terme qui est dépréciatif, qui diminue la personne et qui est à l'intersection, encore, entre le racisme et le sexisme. De la même façon, il ne faut plus projeter sur des corps noirs ou arabes un sexe hypertrophié. De la même façon, on ne doit plus animaliser les corps immigrés, les corps noirs, les corps musulmans, les corps arabes, comme étant des tigresses, des panthères, des chameaux, des chevaux, des taureaux, je ne sais quoi. Tout ceci participe à un fétichisme racial qui est une forme de racisme. Vous pouvez évidemment retrouver Jeans sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Merci de vous joindre à moi dans cette révolution de l'amour. N'hésitez pas à commenter, partager autour de vous. À bientôt.